Pierre Lessard, je travaille pour le Centre d'études et de coopération internationale, donc le CECI. Alors, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans les pays en développement, surtout en Afrique. J'y ai vécu pendant plusieurs années, mais travaillé aussi en Amérique latine et puis quelquefois en Asie. Alors, ma spécialité, c'est principalement donc le développement organisationnel et aussi l'analyse des filières économiques dans le secteur agricole. Alors, aujourd'hui, je suis le directeur du Centre de formation et études conseil au sein du CECI. Les objectifs poursuivis par le cours, on espère qu'à la fin de la session, les participants, donc vous tous qui êtes en ligne actuellement, alors auront une compréhension plus juste, plus correcte sur la notion de pauvreté. Et vous aurez aussi parcouru certaines approches de lutte contre la pauvreté d'une façon, c'est un survol bien évidemment parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais ça vous permettra quand même d'appréhender cette réalité-là, la réalité de projets qui visent à lutter contre la pauvreté. Nous allons vous proposer comme plan de cours en deux parties. D'abord, on va essayer de cerner ensemble certaines notions de la pauvreté, donc certaines définitions, et les causes qui sont internes et externes et qui permettraient donc d'expliquer d'une façon plus directe qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qui a provoqué la pauvreté. Ensuite, donc, on va travailler ensemble à comprendre quelles sont les stratégies de lutte contre la pauvreté avec 4 approches de projets qui concernent entre autres le commerce équitable, que vous connaissez sûrement, la microfinance, que vous connaissez également, que vous avez entendu parler, qui existe depuis plusieurs années maintenant, et l'approche filière que vous connaissez moins, qui relève davantage d'une expérience du CECI dans le secteur agricole, principalement, et le développement économique local qu'on retrouve autant au Québec d'ailleurs que dans les pays en développement et qui repose essentiellement qui s'appuie sur des processus de décentralisation. Alors, nous vous proposons de réfléchir à à la notion de pauvreté à partir de 2 définitions. Une définition qui est portée par la Banque mondiale, qui est une organisation à caractère économique, vous le savez, donc on peut s'attendre à ce que cette définition soit davantage à caractère économique. Alors, la notion de pauvreté, on est pauvre dans l'esprit de la Banque mondiale à partir du moment où on ne dispose que de 2 $ par jour. Maintenant, on est dans l'extrême pauvreté lorsqu'on a moins d'1,25 $ par jour. Alors, on se retrouve donc dans les chiffres ou encore dans les statistiques de la Banque mondiale à partir de cette statistique-là. On verra tout à l'heure comment la situation se présente sur l'ensemble du monde. Une autre définition qui a été exprimée davantage par le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, a une définition qui est beaucoup plus large, qu'on appelle multidimensionnelle. On dit que quelqu'un est pauvre pas uniquement lorsqu'il manque de revenus, mais c'est aussi parce qu'il souffre d'une insécurité psychologique pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est déplacé à l'intérieur de son propre pays, pour des raisons de guerre civile ou encore des raisons environnementales. Il n'a pas accès à l'éducation ou d'une façon très limitée. Et vous avez sûrement des exemples en tête si vous avez suivi certains reportages concernant certains pays dans le Sud. Entre autres, il vient de sortir un document assez dévastateur sur le système d'éducation et de santé en Corée du Nord, alors où la situation est absolument dramatique. Mais on le retrouve aussi, évidemment, des problèmes d'accès à l'éducation dans plusieurs pays, surtout pour les filles. Ensuite, évidemment, la liberté. Est-ce qu'on est pauvre, on peut être dans une situation de pauvreté lorsque nous n'avons pas accès à l'information d'une façon correcte, ce qui fait en sorte que généralement on se situe dans une logique où beaucoup de personnes peuvent profiter de cette situation-là au désavantage de votre propre existence, donc de votre situation de bien-être. L'appartenance à une communauté, des gens qui sont arrachés de leur propre communauté d'origine, pour toutes sortes de raisons encore, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité
qui occasionnent donc des situations d'appauvrissement. Alors, il y a l'ensemble de ces aspects qu'on appelle multidimensionnels, alors permettent d'avoir donc une définition qui est beaucoup plus large. Et récemment, tout à fait récemment, il y a un indice là, qui vient de sortir qui s'appelle l'indice de pauvreté multidimensionnelle, qui nous permet donc de mesurer de la même façon qu'on peut mesurer la pauvreté sur le plan économique comme proposé par la Banque mondiale, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ces deux indices-là, maintenant, nous permettent de pouvoir comparer les pays l'un à l'autre, mais selon des barèmes différents. Alors, on va essayer maintenant de faire le point sur la répartition de la pauvreté dans le monde, vue sur un plan géographique, à partir de 6 zones qui regroupent un certain nombre de pays, et ce depuis 1970 jusqu'en 2015. Comment la situation de la pauvreté a évolué pendant toute cette période. Alors, nous allons donc voir comment la région de l'Asie du Sud, qui comprend l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, l'Indochine et quelques autres pays qui sont dans la même zone, dans la même région. Ensuite, une autre grande région qui comprend l'Asie orientale, où il est question du Japon, de la Corée du Sud, Taïwan, la Chine littorale et Singapour. L'Europe de l'Est, vous connaissez les anciens pays du bloc communiste. L'Amérique latine, ainsi que les pays de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération pour le développement économique. Il y a 31 pays qui font partie de cette organisation-là, qui sont les pays les plus riches au monde, considérés comme les plus riches au monde économiquement. Ensuite, le continent africain. Alors, comment ça a évolué? Donc, en 1970, on se trouvait dans la situation suivante. C'est que la plupart des pauvres vivaient en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Asie du Sud, 30% de l'ensemble des pauvres dans le monde, plus ceux qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'Asie orientale, pour les fins de la démonstration ici, qui regroupait donc 56% des pauvres. Donc, principalement là, en Chine, si on regarde et on cible les pays plus particuliers. L'Amérique latine avec un mince 3%, et l'Afrique avec 11%. Maintenant, comment a évolué la situation? Alors, si on se rend jusqu'en l'an 2000, alors on s'aperçoit que le tableau a changé. On est toujours dans une situation où les plus pauvres sont 1 $ et moins par jour, hein, et même en deçà. Alors, on se retrouve donc en l'an 2000 avec une situation où la situation des pays asiatiques s'est améliorée. Alors, pour les deux, ça fait 60%. Par contre, une des situations qui s'est le plus détériorée, et vous le remarquerez, c'est l'Afrique, qui se retrouve maintenant en 2000 avec 35% des pauvres dans le monde, avec 1 $ et moins par jour. Et si les projections se continuent jusqu'en 2015, alors on s'aperçoit que l'Afrique comptera la majorité de la pauvreté mondiale, soit 68%, et que l'Asie, qui était partie de près de 80%, se retrouve avec 25%. Bon, donc on vient de voir comment se distribue la pauvreté sur le plan géographique et la richesse sur le plan mondial. On peut se demander quelles sont les causes ou les principales causes. On ne fera pas ici l'analyse exhaustive et puis en profondeur de l'ensemble des causes externes et internes qui peuvent expliquer ces phénomènes de pauvreté, tant au niveau de la pauvreté en soi que de sa répartition. Mais pour des fins de réflexion et puis pour aussi vous faire réfléchir sur certains des éléments majeurs qui ont pu donc provoquer cette pauvreté, nous avons ciblé quand même 3 grands facteurs de causes externes, dont le premier concerne l'influence et les rôles des organisations internationales sur les politiques nationales des pays en développement.
Et entre autres, le rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, dont on a parlé au cours très légèrement, mais dont on a parlé quand même au premier cours. Alors, ces organisations-là ont imposé, entre autres, ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel suite à des problèmes d'endettement majeurs des années 80. Ces plans d'ajustement structurel ont imposé un paquet de mesures qui ont provoqué certains impacts majeurs sur des services publics dans les pays en développement, parce qu'on a forcé les pays, pour qu'ils puissent bénéficier des financements de la Banque mondiale, forcer ces pays à diminuer, entre autres, les budgets des ministères comme la santé, comme l'éducation, ce qui s'est répercuté donc dans les services aux populations et qui, conséquemment, et ça a été démontré, a eu des impacts sur la santé infantile entre autres, et même la fréquentation scolaire parce que les budgets n'étaient plus suffisants pour supporter les services publics. Et ce n'est qu'un élément donc d'impact de ces plans d'ajustement structurel ou de l'influence ou de l'interférence, si on veut, des organismes prêteurs dans le développement ou la pauvreté dans les pays en développement. Alors, deuxième point que j'aimerais que vous reteniez un peu, c'est que derrière les discussions à l'échelle mondiale, donc qui se veulent transparentes dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, entre autres, alors où les pays riches prétendent qu'ils ont et qu'ils vont permettre donc une juste relation commerciale entre les pays, certains de ces pays continuent, par exemple dans le secteur agricole, à subventionner leur propre secteur, ce qui a pour effet direct alors d'influencer et de pénaliser les pays producteurs, entre autres de coton en Afrique de l'Ouest ou de d'autres productions agricoles, car les produits sont maintenus à des prix relativement bas que les pays producteurs des pays du Sud ne peuvent pas compétitionner. Alors, donc, les politiques commerciales internationales dans le cadre des organismes internationaux peuvent avoir des impacts directs sur les pays en développement. Il y a quelques exemples qu'on pourrait traiter ici. On a parlé, je peux faire référer au coton, entre autres, où il y a au-delà d'1 million de familles qui vivent du coton en Afrique de l'Ouest et qui ne peuvent plus concurrencer le coton américain, entre autres, qui est subventionné à hauteur d'environ 15 milliards par année. Maintenant, donc, le prix du coton a un niveau tellement bas que les producteurs africains ne peuvent plus produire ce coton et concurrencer donc la production américaine. Ensuite, un troisième point que j'aimerais qu'on puisse retenir comme étant peut-être un des facteurs externes importants, alors concerne ce qu'on a appelé la fracture numérique, mais plus que ça, dans le sens que la concentration des technologies d'information et de communication sont aux mains, et le contrôle sont aux mains des pays du Nord. Alors, en étant couverts et protégés par des brevets dont il est impossible de pouvoir contourner l'application. Alors, plus de 95-96% des investissements qui se font dans l'innovation, que ce soit dans les médicaments, la technologie et autres, alors sont faits par des pays du Nord, essentiellement les Américains, qui protègent leur production, donc de savoir, avec des brevets, et les pays du Sud peuvent à ce moment-là difficilement accéder sans payer évidemment les coûts qui sont liés à l'utilisation de ces technologies. Donc, il y a une concentration des technologies entre les mains des pays du Nord et qui induisent donc de l'appauvrissement ou des difficultés de positionnement pour les pays du Sud par rapport à accéder à cette technologie. Un exemple, entre autres, alors les organismes génétiquement modifiés que vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler, avec la compagnie Monsanto, qui, à un moment donné, tente actuellement d'imposer l'utilisation de semences améliorées, alors qui ont été manipulées génétiquement. Alors, ces semences, lorsqu'elles sont utilisées, ne peuvent pas resservir parce qu'elles ne servent qu'une fois. C'est donc dire que les producteurs qui, historiquement, les producteurs dans les pays en développement, mais comme dans nos pays également, qui utilisent ces semences-là,
les plantes qui sont produites à partir de ces semences ne génèrent pas ou ne produisent pas de semences qu'on pourrait réutiliser pour d'autres périodes, d'autres sessions de production ou d'autres saisons de production. Alors là, il y a une dépendance qui s'installe parce que cette dépendance-là, c'est que dans l'année qui suit, le producteur est obligé d'accéder à des semences qui viennent de Monsanto et la dépendance s'installe et progressivement, les produits sont vendus de plus en plus chers, ce qui crée potentiellement un appauvrissement, donc de certaines des populations, principalement rurales, dans les pays du Sud. Alors, c'est un exemple, entre autres. Maintenant, on peut peut-être regarder d'une façon assez rapide quels seraient les facteurs internes qui provoquent ou qui peuvent maintenir les pays dans une certaine situation de pauvreté. Et encore là, il faut faire attention, c'est-à-dire chacun de ces facteurs-là ne sont pas une explication là, totale, mais permettent donc d'appréhender certains facteurs explicatifs qui provoquent ou qui maintiennent certains des pays dans la situation de pauvreté. Et surtout, lorsqu'on se réfère à ce qu'on disait tout à l'heure, avec une répartition de plus en plus inégalitaire des revenus à l'échelle de la planète. Alors, au niveau des pays, il y a un problème de croissance, beaucoup de pays en voie de développement, de croissance intérieure, croissance économique, qui est inférieure à une croissance démographique galopante. Alors, on sait qu'ici, notre croissance démographique est très limitée. On ne peut pas reproduire notre population sans un apport de migration ou de migrants. Mais dans les pays en développement, on parle facilement de taux de croissance démographique de 2,8-2,9 %. Alors, il y a des taux de croissance économique qui sont parfois et souvent inférieurs. Ensuite, l'absence de politique distributive, c'est-à-dire que les gouvernements sont pas suffisamment structurés pour permettre donc une distribution à travers des services publics de la richesse collective. Alors, comme on a au Canada ou encore dans la plupart des pays de l'OCDE, dans la majorité des pays de l'OCDE. Alors, une absence de politique distributive qui fait en sorte que quand tu es pauvre, bien, tu restes pauvre. Hein? Donc, il n'y a pas de l'État qui joue un rôle là, de régulateur et de distribution à l'échelle des pays. La mauvaise gouvernance qui favorise donc la corruption, le déficit démocratique, et puis une information là, déficiente. Sans entrer dans le détail, c'est sûr que la corruption existe partout dans le monde, mais à des niveaux parfois tels que tous les efforts d'investissement dans le développement font en sorte qu'ils sont complètement annihilés, sont complètement éliminés à cause des coûts liés à la corruption. Alors, le déficit démocratique et puis l'information aussi déficiente fait en sorte qu'il y a des personnes qui, dans les systèmes économiques ou dans la réalité, ont des situations de privilèges et qui leur permettent de maintenir ces situations de privilèges-là au détriment d'avoir un juste prix ou encore plus de justice économique au niveau des populations. Ensuite, un autre facteur, c'est l'insuffisance des systèmes de santé et d'éducation, de conséquences de choix politiques. On n'étalera pas là-dessus, mais il faut penser qu'il y a des choix politiques qui se font peut-être dans certains pays pour investir davantage dans les systèmes militaires ou encore dans des dépenses somptuaires, plutôt que d'investir dans les services publics. Enfin, insuffisance d'infrastructures de services publics, comme l'eau, l'électricité, les routes, dû entre autres à la corruption, détournement des fonds, de l'aide à d'autres fins. Voilà à peu près, là, et puis on pourrait y réfléchir chacun pour soi pour essayer de trouver de quelle façon ces facteurs-là peuvent avoir des impacts négatifs pour les personnes, hein, donc qui sont dans une situation de pauvreté, pour les maintenir là et puis difficilement les en faire sortir. Voilà. Bon, on peut quand même identifier certains aspects positifs, là, malgré les causes internes et externes qui ont peut-être accentué ou provoqué ou qui entretiennent une situation de pauvreté dans les pays en développement. On peut mentionner, à titre illustratif, le taux de mortalité infantile qui a chuté de 107 pour 1000 en 1970 à 65 en 2008. On peut mentionner également l'espérance de vie qui, de 1970 à 2008, est passée de 50 à 66 ans, et ce, malgré le sida. Hein. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu un impact majeur de cette maladie là, à peu près partout dans les pays en développement. Comme troisième exemple, on peut mentionner que la ration par habitant était de 2000 kilocalories par jour en 1960, et puis en 2007, elle a atteint 3200, ce qui est suffisant en général pour assurer le nécessaire par habitant pour une journée.
Alors, nous venons de terminer, faire le tour un peu de la notion de pauvreté et aussi les causes qui seraient internes et externes là, qui auraient influencé cette pauvreté, le développement ou le maintien de cette pauvreté dans le monde. L'autre section concerne davantage certaines approches qui visent à lutter contre cette pauvreté, donc à améliorer la situation de bien-être des personnes dans les pays en développement. Alors, on va traiter comme première approche le commerce équitable, dont vous connaissez sûrement l'appellation, et aussi l'application dans notre quotidien. Alors, le commerce équitable, donc la pratique du commerce équitable, peut être une approche qu'on pense qui pourrait favoriser les producteurs ou les artisans des pays du Sud qui pourraient à la limite bénéficier en principe d'un meilleur prix pour leur travail. Alors comment ça se passe? C'est que lorsqu'on parle de commerce équitable, on vise d'abord à payer ce qu'on appelle un juste prix aux producteurs des pays en développement. Ce juste prix doit lui permettre en principe d'avoir au minimum de bien-être pour lui-même et sa famille dans son pays. Ce juste prix est établi selon des critères par une organisation internationale là, qui certifie là, le commerce équitable ou la production, ou les productions équitables, et qui s'appelle FLO, donc Fair Trade Labeling Organization International. Alors, FLO représente donc l'institution internationale qui peut certifier qu'un produit est effectivement équitable. Mais pour que ce produit soit effectivement équitable, il doit d'abord et avant tout générer un juste prix pour les producteurs ou les artisans du tiers-monde. Mais toujours, ce juste prix restera toujours un peu problématique à établir. Ensuite, lorsqu'on parle de commerce équitable et on veut le pratiquer, on va tenter de faire en sorte d'éliminer les intermédiaires qui sont inutiles dans la filière. Alors qui ne font qu'alourdir ou aller chercher des revenus qui ne sont pas nécessairement équitables, dans ce sens qu'ils ne font qu'alourdir et pénaliser les producteurs ou les artisans en amont, en allant chercher donc une part de la structure des coûts qui est indue, qui n'est pas directement efficace là, pour le fonctionnement de la filière. Alors, pour rapprocher le producteur le plus possible, à travers son organisation, une organisation coopérative ou autre, ou associative, le plus possible des professionnels ou des autres acteurs de la filière qui sont, eux, directement utiles. Donc, le commerce équitable n'a pas le choix que de passer également à travers des professionnels qui sont le plus souvent incontournables. On ne peut pas remplacer un transporteur de containers. Alors, s'il y a du café, ce bateau-là est un bateau qui est géré par un armateur et on ne peut pas imaginer ou très difficilement que des petites coopératives de producteurs perdues dans le nord-est du Guatemala vont se payer un bateau pour l'apporter ici. Alors, il y a les assurances aussi, il y a les transitaires, enfin, il y a une série d'intermédiaires qui sont incontournables. Alors, le commerce équitable doit tenir compte de cette réalité, mais tout en ayant essayé d'éliminer des intermédiaires là, qui sont en surplus ou inutiles dans la filière. Ensuite, il doit exister ici, donc dans les pays du Nord, un réseau de distribution pour ces produits. Un réseau de distribution qui va faire la promotion des produits équitables d'une façon claire, sans ambiguïté, et que le consommateur pourra fréquenter là, à toute connaissance de cause. Et que ces réseaux de distribution doivent être appuyés par des campagnes promotionnelles qui vont favoriser ou qui vont encourager la consommation responsable. Alors, la consommation responsable, il y a quand même certains éléments là, qui sont à considérer. C'est qu'il y a une limite à cette consommation-là si les prix sont plus élevés. Et il est normal que tout en ayant comme bonne volonté là, de consommer un produit équitable, alors les gens qui le consomment sont en général un maximum de 7 à 8 % de la population dans plusieurs pays, après plusieurs années d'expérience de commerce équitable. Parce que le prix restera toujours le facteur primordial et pour arbitrer
le choix d'un produit ou l'autre. Il est très difficile pour le commerce équitable, si on donne ou on assure un prix élevé ou plus élevé pour le producteur ou l'artisan en amont, d'assurer au niveau du consommateur un prix qui soit moins élevé que d'autres productions ou d'autres produits qui ne sont pas équitables. Alors, les principaux enjeux qui concernent le commerce équitable, on en a en tout cas identifié deux. Le premier, c'est qu'on puisse assurer une certification crédible et unifiée. Le problème actuellement avec le commerce équitable, c'est qu'on en trouve partout. Les grandes organisations, ou même les multinationales de production, enfin de commercialisation, ont leur propre certification sans qu'il y ait d'unification et le consommateur finit par perdre confiance ou être très mélangé là, dans l'histoire, à savoir est-ce que ce produit est réellement équitable, oui ou non. Alors, contrairement par exemple aux produits biologiques où il est illégal d'utiliser une appellation ou une certification biologique parce qu'on peut être puni par la loi et poursuivi comme tel dans ce contexte, contrairement à la certification équitable qui n'a aucune valeur légale. Ce n'est qu'une entente là, de bons procédés avec une crédibilité qui est reconnue dans certaines des organisations comme Transfert ici au Canada qui accréditent donc les produits équitables. Alors on se retrouve donc dans une situation où il n'y a aucune pression légale pour faire en sorte ou empêcher des gens ou des commerçants d'utiliser une certification dite équitable et qui ne le serait pas, donc qui ne respecterait pas les principes, principalement le principe de base, une meilleure rémunération des producteurs. Ensuite, deuxième élément, c'est clarifier deux visions. C'est un deuxième enjeu du commerce équitable. Alors, c'est soit qu'on se dirige vers une distribution en misant sur la marque, là, hein. Alors, la marque qui permette qui permettent vraiment de pouvoir labelliser, donc un label d'un produit, et qui permet donc de pouvoir occuper les grandes surfaces et puis faire la promotion de ces produits d'une façon très dynamique et très correcte, là, mais avec une dimension très commerçante classique, je dirais un peu plus conservatrice, un peu plus traditionnelle. Ou encore, revenir ou maintenir ce qui était l'approche initiale du commerce équitable, Small is Beautiful, c'est-à-dire le plus loin possible d'un système classique de commerce international. Alors, ces deux mouvements-là existent à l'intérieur du commerce équitable actuellement et ils s'opposent et créent des tensions, beaucoup plus en Europe actuellement, mais qui vont très rapidement là, nous interpeller ici au Canada. Bon, comme deuxième approche économique de lutte contre la pauvreté, qui est très connue hein, dans le monde et qui existe aussi au Canada actuellement, et peut-être parmi vous, certains sont au courant. Alors, on parle du microcrédit. Alors, le microcrédit se caractérise principalement par de petits crédits, ça porte son nom, majoritairement à des groupes de femmes qui sont pauvres, et qui, en principe, vise à les aider à développer des activités génératrices de revenus et qui donc leur permettent de créer ou de mettre en place leurs petites entreprises. Alors, on voit qu'à travers cet investissement-là ou ce crédit, les femmes, il y a des hommes aussi, là, mais essentiellement et majoritairement des femmes, alors développent du revenu et des revenus supplémentaires qui leur permettent progressivement, en principe, de sortir de la pauvreté. Deuxième élément de présentation là, du microcrédit, alors qui existe depuis, enfin les premières expériences ont été réalisées de la fin des années 70, mais connues principalement dans les débuts des années 80, suite à la création du concept par M. Mohamed Yunus, qui est le prix Nobel de la paix, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006. Alors, M. Mohamed Yunus vient du Bangladesh et a créé la Grameen Bank, que vous avez peut-être
dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est vraiment à l'origine de l'ensemble du concept et de la vague d'expérience en microcrédit. Le troisième élément de présentation du microcrédit, alors, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations qui réalisent du microcrédit sont vraiment de différentes natures. Il y a des institutions, il y a des ONG, il y a des associations, il y a des mutuelles, des coopératives d'épargne et de crédit, il y a même des banques, hein, des sociétés anonymes, des sociétés privées. Ça peut se faire par Internet, ça peut se faire à travers des... Enfin, il y a différentes façons de pouvoir livrer le microcrédit et qui se développe depuis les années 80, donc d'une façon exponentielle. Et il existe donc au niveau mondial des organisations internationales pour essayer d'appuyer le développement. Et il y a énormément d'argent, d'aide à la coopération internationale qui appuie le développement de ces institutions. Alors, les principales caractéristiques du microcrédit, d'abord, on peut dire que c'est un modèle nouveau. Et ce qui le caractérise, c'est qu'on commence par le crédit au lieu de commencer par l'épargne. Historiquement, et l'exemple de Desjardins est un exemple que vous connaissez bien. Alors, Madame Desjardins, dans son sous-sol, gérait les épargnes qui venaient des voisins. Et à partir de ces épargnes, lorsque le voisin avait suffisamment d'épargne, il pouvait contracter un crédit. Donc, on a l'épargne avant le crédit. Mais il faut donc penser que les personnes possèdent déjà une certaine base de richesse ou au moins de revenus, avant de passer au crédit. Alors, ce que Grameen Bank a fait, ce que M. Yunus a fait, c'est qu'il a inversé. Les pauvres n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas, à un moment donné, initier un processus d'épargne qui l'amènerait à un processus de crédit. Alors donc, on a inversé et on a initié des financements directs aux personnes visées à travers de petits crédits. Alors, on a vraiment inversé, c'est un modèle nouveau. Ça s'adresse ensuite à des personnes dont les revenus sont faibles. Et là, il y a quelque chose, ils sont faibles, mais ils ne sont pas complètement nuls. Donc, ce n'est pas les plus pauvres parmi les plus pauvres. C'est sûrement des pauvres avec moins d'$1 par jour, mais qui ont de très petits revenus et qui n'ont pas accès au réseau bancaire traditionnel ou conventionnel parce que n'ayant pas de garantie, soit de garantie pour nantir leur crédit, ou encore des documents d'identification, des dépôts minimums, etc. Donc, ils ne peuvent pas remplir les conditions qui sont exigées par les institutions financières classiques. Le microcrédit est caractérisé également, et ça choque souvent, en un premier temps, lorsqu'on analyse pas en profondeur le par des taux d'intérêt très élevés. Alors, on trouve que ce sont des taux d'intérêt élevés parce qu'en général, ils sont nécessairement plus élevés que les taux d'intérêt officiels, moins élevés que les taux usuraires, mais quand même élevés. Ça peut être de 18 à 34-35 %, mais qui répondent à un besoin précis. Et les coûts de livraison de ce crédit sont tellement élevés que le taux est normalement à ce niveau-là, il correspond bien donc à la réalité des prix. Alors, il y a quand même certaines critiques là, qui proviennent là, de certaines analyses en microcrédit. Il y a du microcrédit actuellement tel qu'il se pratique. Alors, le microcrédit a tendance à créer une dynamique d'endettement parce que ce n'est pas évident de créer de la richesse avec le petit crédit là, qui est consenti, parce que tous les pauvres ne sont pas des entrepreneurs. Alors, on se retrouve dans des situations où, parfois, le petit crédit n'a pas donné ce qu'il devait donner en termes d'accroissement des revenus, mais on doit quand même le rembourser. Et il y a une question d'honneur et puis de fierté qui, avec la pression, ce qu'on appelle la caution solidaire, la pression des pairs ou des populations ou des gens qui sont autour, qui force les gens à rembourser. Mais là, et les gens remboursent, mais ils sont obligés parfois de s'endetter ailleurs, d'aller chercher d'autres crédits. Et à la limite, ça a provoqué certaines situations très dramatiques, donc des suicides là, qui ont été recensés, entre autres en Inde. Mais donc, cette dynamique d'endettement est sous-jacente aussi au microcrédit. Il faut être très prudent. Un autre point, selon certains, c'est que 1 % des institutions du microcrédit arrivent à peine à faire leur équilibre financier. C'est donc dire qu'ils seront constamment
dépendante d'apports financiers externes. Alors, l'institutionnalisation, pour dire qu'elles s'autosuffisent et qu'elles puissent faire leurs frais, est pratiquement impossible à réaliser. Alors, c'est une critique importante. Alors, cette dépendance permanente là, qui force donc ces institutions-là à se maintenir avec des subventions externes. Alors, ne s'adresse pas nécessairement aux pauvres, comme on disait tout à l'heure, dans ce sens qu'il faut quand même avoir un minimum de revenus. Et puis, les pauvres parmi les pauvres ne peuvent pas y accéder. Et puis, on observe la privatisation de certaines institutions de microcrédit. Alors, cette privatisation-là, sont motivées par des taux de remboursement qui sont exceptionnels. On a des taux qui varient entre 95 et 98 % facilement, donc avec très peu de délinquance. Et c'est donc des institutions qui sont saines. Alors, il y a certains investisseurs qui trouvent intérêt financier à investir avec du capital de risque, donc dans des institutions de microfinance qui remboursent donc ces investisseurs-là avec, évidemment, les intérêts remboursés par les pauvres. Alors, c'est comme si on était en train de ponctionner les pays du Sud pour rémunérer certains investissements qui proviendraient des pays du Nord. Alors, je ne voudrais quand même pas qu'on pense que le microcrédit est totalement négatif, au contraire. Il y a des aspects critiques qu'il faut relever et dont il faut se préoccuper, mais l'effort qui se fait à l'échelle de la planète actuellement pour donner accès à des personnes qui n'ont pas accès à d'argent, avec un minimum requis, peut permettre quand même à ces personnes de pouvoir vivre de façon plus correcte. Alors, le microcrédit a son rôle à jouer, mais ce n'est pas une panacée. Bon, alors on va aborder maintenant troisième approche de programme ou de projet qui tente de lutter contre la pauvreté. On appelle l'approche filière, qui est mise de l'avant, qui est préconisée beaucoup par le CECI, mais par d'autres organisations également. Nous ne sommes pas les seuls, au contraire. L'approche filière se résume, pour être simple, à mettre en relation le producteur avec le marché. Donc, le marché, c'est-à-dire la demande, une demande qui est solvable, c'est-à-dire qui permet de rémunérer chacun des acteurs de la filière correctement. Donc, mais par contre, dans une filière, il peut y avoir différents facteurs d'inefficacité, des distorsions, qui empêchent que l'ensemble des acteurs, ou chacun des acteurs, ou certains d'entre eux, ne soient pas rémunérés d'une façon correcte, d'une façon juste. Alors, ce qu'on tente de faire, c'est d'identifier ces facteurs-là qui induisent de l'inefficacité et de l'injustice pour essayer de corriger en faveur de ceux qui sont désavantagés. Alors, pour vous illustrer ça d'une façon la plus simple possible, surtout dans le temps qui nous est imparti, on a choisi de vous présenter la filière karité. Alors, le karité est un produit qui provient de l'Afrique de l'Ouest et dont l'utilisation finale peut être soit cosmétique, pharmaceutique ou encore même dans l'industrie agroalimentaire à titre de remplacement du cacao dans la production du chocolat. Alors, on va vous défiler les différents maillons de la filière en essayant de vous illustrer de façon la plus simple possible et la plus rapide aussi, la plus efficace, comment on aborderait une analyse qui nous permettrait d'identifier certains des facteurs d'inefficacité potentiels. D'abord, le karité est un arbre qui pousse en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélienne, qui produit un fruit duquel on extrait une noix et à l'intérieur de laquelle se trouve une amande. Alors, vous imaginez bien que ce qui intéresse l'industrie, c'est essentiellement ce qu'on peut extraire de cette amande. Il y a une huile qui nous permet donc de la transformer et de l'utiliser aux différentes fins que je vous exprimais tout à l'heure. Donc, l'arbre pousse et puis on cueille les noix qui tombent d'une façon normale, donc naturelle, et qui sont cueillies en général le matin lorsque les femmes et les enfants s'en vont au champ. Alors, un facteur d'inefficacité possible dans ce système, c'est qu'on cueille les noix d'une façon
incorrectes ou trop tard et que ces noix puissent être altérées à cause du délai de cueillette, ce qui compromettrait donc certaines des qualités chimiques de l'amande. Alors, on essaierait, si tel était le cas, d'induire ou de former les gens pour qu'ils puissent, de façon la plus efficace possible, cueillir à un bon moment, c'est-à-dire au moment clé, les amandes ou les noix, c'est-à-dire pour qu'elles ne soient pas altérées par des délais trop longs. Alors, on avance dans la filière et la prochaine étape, c'est que les gens vont entreposer ces noix-là parce que ça se passe en général pendant la période où ils sont au champ. Alors, ils n'ont pas le temps de transformer le karité, donc ils vont l'entreposer en attendant. Encore là, certaines techniques d'entreposage peuvent être disqualifiantes pour la qualité de l'amande et créer des facteurs de distorsion de la qualité de telle sorte qu'il y a une déperdition et puis on payerait en bout de ligne l'amande beaucoup moins cher qu'elle le vaudrait si elle avait été bien entreposée. Encore là, dans l'analyse, on va essayer de voir si on peut induire ou si on peut amener les personnes à utiliser les meilleures approches, les approches les plus efficaces pour faire l'entreposage. Ensuite, lorsqu'il est temps maintenant de transformer, les femmes qui sont regroupées en général en coopérative ou encore en regroupement associatif vont faire sécher les noix et vont le trier les noix qui sont de plus de qualité. Alors, ensuite, peuvent les ensacher si elles visent le marché qui est le marché d'exportation, qui est de plus de 95% de la production est exportée, la production de karité, pour des fins d'utilisation essentiellement dans la transformation de chocolat ou la production de chocolat. Alors, pour le reste, ça peut être transformé localement. Alors, où ça prend la direction de l'exportation, où ça prend la direction d'une transformation locale. La valeur ajoutée est produite au niveau de chacun des pays. Et à ce moment-là, il y a d'autres activités ou d'autres étapes dans le processus de la filière qui sont mises de l'avant. Alors, on concasse, ensuite, soit de façon traditionnelle ou de façon mécanique. Ensuite, on doit assurer la cuisson de l'amande. Cette cuisson-là avec du bois qui a été récolté, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, et qui, à un moment donné, peuvent avoir aussi un impact sur l'environnement. Il faut faire attention et peut-être trouver des façons plus efficaces pour pouvoir cuire sans compromettre donc l'impact un impact négatif sur l'environnement. Alors donc, on se retrouve constamment, et vous voyez, on avance, à se poser des questions. Est-ce qu'on utilise la meilleure façon de pouvoir cuire? La meilleure façon de pouvoir entreposer, la meilleure façon de pouvoir concasser. Et après, il y a une étape de battage. La meilleure façon de battage, on le fait de façon manuelle ou de façon mécanique. Et ensuite, on va jusqu'à la fabrication du savon ou du produit cosmétique et à la limite du produit de consommation humaine, donc de consommation alimentaire, qui peut être un beurre de karité qui sert à fabriquer certains mets traditionnels en Afrique de l'Ouest. Et tout ça sous la gestion d'une coopérative ou d'une association des femmes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse fine de chacun des maillons, c'est-à-dire à chaque fois que le produit change de main, alors il s'en va par exemple de la productrice jusqu'à la consommatrice, c'est-à-dire qu'un acheteur ou de l'acheteur jusqu'au consommateur, change de main, il peut y avoir à ce moment-là un mauvais prix ou encore des facteurs de distorsion qui induisent de l'inefficacité, de l'iniquité dans la transaction marchande. Ou encore qu'elle change de nature. Quand le produit doit être cuit et puis on utilise du bois, c'est peut-être une façon moins efficace pour transformer ça de telle manière que la rémunération des productrices soit plus correcte, soit plus intéressante pour elles et moins pénalisante aussi pour l'environnement. Alors, l'idée, c'est de vraiment voir qu'à chacun des maillons, on fait cette analyse-là et ce qui nous permet d'apporter certaines solutions qui vont améliorer l'efficacité de cette filière et, en bout de ligne, la rémunération des productrices et de chacun des acteurs de cette filière.
Alors, le quatrième volet que nous avons choisi de vous présenter comme approche économique de lutte contre la pauvreté concerne le développement local. Et le développement local est une réponse à ce qu'on a déjà dit il y a quelques minutes dans le cadre de ce cours, une réponse donc à la corruption des systèmes centraux des gouvernements qui, par inefficacité, pour toutes sortes de raisons, avaient énormément de difficultés à livrer le développement ou les appuis au développement au niveau des communautés locales. Alors, la réaction a été de proposer de décentraliser au maximum les fonds, donc le financement, à travers des processus de décentralisation, donc décentralisation administrative, et autour de cette décentralisation administrative-là, de créer une dynamique locale qui permette donc aux communautés de pouvoir s'approprier leur propre développement. Alors, le développement local, donc, est aujourd'hui considéré comme un enjeu central pour la réussite des politiques de développement et de lutte contre la pauvreté. Puis, il s'intègre donc dans la stratégie de gouvernance démocratique en réponse donc à la centralisation inefficace, donc une gouvernance démocratique qui est basée sur la décentralisation. Alors, les principales stratégies qui supportent le développement local, alors, ça réfère premièrement à un processus par lequel divers acteurs, ils se mobilisent et travaillent ensemble pour planifier et mettre en œuvre des stratégies de développement local durable au sein d'un territoire donné. La notion ici de l'ensemble des acteurs, donc quels qu'ils soient, les acteurs gouvernementaux, privés, de la société civile, est très importante. L'autre élément qui est important, c'est le caractère de territorialité. Donc, on est dans un environnement territorial très précis, où un sentiment d'appartenance existe et aussi un ancrage de ces différents acteurs-là est concret et clair et facilement déterminable. Le deuxième élément, alors, pour assurer donc qu'on puisse faire du développement local de façon conséquente, il faut que les acteurs s'entendent sur les priorités de développement. Alors évidemment, chacun a des intérêts, chacun des acteurs a des intérêts qui sont les siens, que ce soit l'État, le para-étatique, le privé, les camionneurs, les transporteurs, les producteurs, etc. Alors il y a toujours donc un débat autour de quels investissements sont prioritaires. Pour qu'on puisse s'entendre, un processus participatif nous amène à établir une espèce de consensus autour de ce qu'on appelle un plan d'investissement local et qui devient à ce moment-là la référence pour établir notre stratégie de développement au niveau de la communauté, au niveau d'un territoire donné. Enfin, la troisième caractéristique qui permet de nous comprendre un peu mieux quelles sont les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre du développement local concerne l'utilisation d'une technique, les techniques à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre humaine plutôt que d'utiliser la technologie ou la mécanique. Alors, ce qui permet donc de créer de l'emploi, ce qui permet aussi d'insuffler dans la communauté de l'argent, donc des numéraires, et de développer de petites activités économiques autour de l'insertion ou de l'apport de ce fric-là dans la communauté. Comme vous voyez là-bas, on a commencé par le défrichage, c'était la brousse avec des arbres. On a commencé avec un effectif de 25 personnes, $2 par jour, et chacun a reçu ses $30 à la fin de 15 jours. Voilà, c'est l'agronome du territoire, M. Kambale. Kambale, oui. C'est lui maintenant qui est le permanent sur le bas-fond. Il est en train d'analyser ce taux pour éviter que ça ne puisse endommager la diguette. Voilà au moins un casier modèle. Bon, ce casier a des dimensions de 20 mètres sur 20 mètres, donc 4A. C'est pour un bénéficiaire. Ce que vous voyez là-bas, c'est la matière organique dont le riz aura besoin. Bon, les femmes là, ce sont des retournées du Kivu. Elles étaient déplacées à la suite des guerres entre miliciens et Kosovo. On va leur donner des semences et ils vont s'aimer avec les autres et le rendement va leur revenir. Et avec l'argent qu'elles vont gagner, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, que les stratégies de développement économique local ont quand même certaines limites.
Alors, un des enjeux principaux est de pouvoir faire le lien avec la région, avec l'ensemble du pays. Donc, il y a une intégration nationale. Alors, si on développe cette stratégie-là à outrance, on va se retrouver avec une multitude de petits plans de développement locaux qui n'auront pas donc de vision beaucoup plus large, soit régionale ou soit nationale. Donc, il y a un enjeu là de pouvoir intégrer les approches de développement local dans une approche plus nationale. Bon, on vient de faire un tour assez rapide quand même sur d'abord la pauvreté, comment la pauvreté vue sur l'aspect davantage multidimensionnel est en train de prendre un espace beaucoup plus important que ce l'était historiquement, où on avait une idée de la pauvreté strictement axée sur les aspects économiques. Et on a fait le tour aussi de 4 approches, là, très sommairement, approche de développement qui vise à lutter contre cette pauvreté et à apporter quand même une certaine amélioration de la situation de base des populations avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous sommes associés dans le monde du développement. Alors, voilà qui terminerait donc en faisant un bilan sommaire de chacune de ces approches-là, en disant que le commerce équitable est sûrement une très bonne intention, mais qui n'a pas ou très peu d'impact réel sur la structure de la pauvreté. Alors, un deuxième constat qu'on peut faire suite à la présentation, c'est que le microcrédit n'est pas une panacée pour sortir les plus pauvres de la pauvreté, mais reste une approche très utile et fondamentale pour au moins permettre de monétariser les populations marginalisées dans les pays en voie de développement. Ensuite, l'approche filière est soumise à la volonté politique réelle d'assurer un contexte favorable à la justice économique. C'est donc dire que si on veut que l'approche filière fonctionne, il faut que les États prennent les mesures politiques et les règlements pour assurer qu'effectivement la recherche de la justice économique puisse s'opérer d'une façon correcte au sein de chacune des filières et que ceux qui ont des situations de privilège ne soient pas encouragés ou maintenus indûment au détriment des différents acteurs de la filière. Et finalement, le développement local assure un certain développement à petite échelle, mais il peine vraiment là, à s'insérer dans de plus grands ensembles, donc entre autres dans le cadre de schémas d'aménagement régionaux, par exemple. C'est un enjeu, tout en étant une approche importante, encore là, pour s'assurer que les appuis au développement puissent toucher directement les communautés locales. Alors, bonjour, rebonjour les internautes, alors ceux qui sont avec moi pour la suite des événements. Alors, comme vous savez, donc, on aura une session ensemble qui aura comme, en tout cas, comme objectif de pouvoir partager, entre autres, sur des réflexions que vous aurez faites par vous-même au cours des prochains jours et qui nous permettront donc de discuter, d'échanger ensemble autour de ce que vous avez retenu, ce que vous avez moins retenu, ce que vous avez aimé ou non, mais entre autres autour de questions que j'aimerais bien que vous vous posiez. Alors, au cours de cette réunion, donc, on aura peut-être, en tout cas, je vous pose 4 questions, et il y aura peut-être autre chose là, qui devrait faire l'objet de cette session-là. Entre autres, on va traiter d'une étude de cas qui permettra donc plus concrètement de pouvoir atterrir dans un projet concret. Alors, les 4 questions que j'aimerais sur lesquelles j'aimerais que vous penchiez, d'abord, concernent les 4 approches de lutte contre la pauvreté. Alors, par rapport au commerce équitable, alors la question est la suivante. C'est à partir d'un énoncé là, sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez. Alors, si on dit faire venir du bout du monde de l'artisanat et des biens produits également par des producteurs d'ici ou des producteurs des pays du Nord, comme le miel, les fleurs ou le vin, est-ce vraiment juste et durable? Voilà, je vous laisse réfléchir à cela. Il y a potentiellement donc une compétition entre les producteurs du Nord et les producteurs du Sud et qui, à un moment donné, peut, d'une façon ou d'une autre, revendiquer là, une approche plus juste qu'une autre. Deuxième question, concernant le microcrédit.
Alors, je vous demande donc de consulter, soit en français, soit en anglais, c'est à votre bon vouloir, un ou l'autre de ces sites, soit le site de Babylone, qui est en français, alors, ou Kiva, qui sont des sites qui demandent à des gens qui veulent aider par des petits crédits des entrepreneurs ou des personnes dans les pays du Sud, eh bien, qui peuvent avoir une relation très directe là, avec eux. J'aimerais que vous regardiez un peu ces sites-là et que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de cette approche. Vous, personnellement, comme personne qui est sensibilisée ou sensible aux réalités du Nord, et si vous trouvez que c'est une méthode ou c'est une approche qui est valable ou non, enfin, j'aimerais que vous y réfléchissiez et qu'on en débatte ensemble lors de notre prochaine rencontre. La troisième question qui concerne donc l'approche filière. Alors, en considérant le caractère traditionnel de la mise en valeur de la filière karité, hein, on dit que la filière karité est mise en valeur avec des étapes tout à fait traditionnelles, donc qui durent depuis longtemps, qui ont été mises en place depuis des décennies. Pensez-vous qu'il est possible pour cette coopérative de femmes vivant en Afrique de l'Ouest de faire concurrence aux produits des entreprises modernes? Alors, vous voyez, avec des approches traditionnelles, est-ce qu'on peut compétitionner des entreprises qui, elles, peuvent se doter de capacités technologiques, en fait, de tous les avantages d'être avec un capital, avec des ressources financières, des ressources de compétences, etc. Est-ce qu'il y a une compétition possible? Est-ce qu'elles peuvent s'insérer dans le marché, réellement? On est toujours là en pensant qu'en principe, l'approche filière aide aussi à la pauvreté, à l'allègement de la pauvreté. Donc, la quatrième et dernière question, en rapport avec le développement économique local. Des 3 stratégies proposées pour définir le développement économique local, laquelle vous apparaît la plus porteuse et pourquoi? Alors, vous regardez, vous retournez là dans le cours et vous essayez d'argumenter pour celle qui vous apparaît la plus porteuse. OK, alors on se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Merci beaucoup et puis au plaisir de vous revoir.